Bonjour et bienvenue à l'émission Le Communautaire en action, une émission durant laquelle nous entendrons des travailleurs, bénévoles, partenaires, utilisateurs des services nous parler de leur expérience avec le milieu communautaire. Le sujet de l'émission aujourd'hui, Émilie, c'est pour être bien dans ma tête. Oui, Martin, aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale. Donc, on va aborder les différentes façons de définir ce qu'est la santé mentale. On va également parler de l'approche qui est priorisée par les intervenants, puis également de toute la gamme de services offerts aux personnes qui en ont besoin. Depuis plusieurs années, on entend de plus en plus parler de la santé mentale. Oui, effectivement, hein. Avec beaucoup de campagnes de sensibilisation, prévention du suicide, des choses comme ça, c'est un sujet qui est de moins en moins tabou. Et c'est une bonne chose parce que parfois, la santé mentale, on peut le vivre à l'intérieur. Donc, je crois que d'ouvrir cette porte-là, ça démontre qu'il y a beaucoup de services offerts où on peut aller chercher de l'aide, puis également de ne pas en avoir honte du tout, parce que c'est quelque chose que plusieurs personnes vivent. La façon d'aborder cette problématique-là change avec le temps. Oui, on pourrait dire ça parce qu'on a été longtemps à parler plutôt de maladie mentale. L'approche d'aujourd'hui est beaucoup plus positive, donc on parle de santé mentale et d'équilibre dans la façon d'atteindre cette santé mentale. Et là, tu veux nous présenter un reportage là-dessus. Oui, le reportage que je vous présente aujourd'hui parle des différentes facettes de la santé mentale, puis on va également entendre des intervenants nous parler de leur approche. La santé mentale est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Avoir une bonne santé mentale, pour nous, c'est de tendre vers un équilibre psychologique. Donc, dans le fond, d'être bien dans sa tête, de se sentir bien dans ce qu'on fait, dans qui qu'on est. Puis aussi, nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est que c'est pas parce qu'on a un problème de santé mentale qu'on peut pas aspirer à avoir une bonne santé mentale quand même. Donc, une personne qui souffre de schizophrénie peut quand même tendre à avoir une bonne santé mentale en s'outillant, en trouvant un rôle qui est positif pour lui dans la société, puis en s'entourant finalement de choses positives pour qu'il aille bien malgré la maladie. Pour le faire. Fait que là, il va falloir faire ça bientôt. Effectivement, avant la maladie mentale, on pensait, la santé mentale, on pensait beaucoup plus à l'absence de maladie mentale. Maintenant, on pense plus du côté positif à être bien dans sa tête, à aller vers un équilibre psychologique qui est sain. Donc, comme que je disais un petit peu avant, là, on parle plus de « on n'est pas malade », mais comment on peut être bien malgré la maladie, au-delà de la maladie. On entend souvent parler de troubles mentaux ou des problèmes de santé mentale. En fait, une distinction à faire entre les deux. Souvent, les problèmes de santé mentale réfèrent à des difficultés au quotidien, par exemple un deuil, une séparation, la perte d'un emploi, qui vont se résorber avec un suivi souvent plus au niveau psychosocial. Quand on parle de troubles mentaux, on parle vraiment d'incapacités qui interfèrent à différentes... ils vont interférer au niveau cognitif, au niveau affectif, au niveau du travail, au niveau relationnel. C'est là, à l'époque, on appelait ça des troubles sévères et persistants. On parle de schizophrénie, les troubles bipolaires, on parle de les troubles anxieux, les troubles de personnalité limite. Alors, ce sont tous des troubles mentaux qui font que c'est très difficile de fonctionner en société. Mais, encore là, le rétablissement existe. Ça ne veut pas dire que ta vie s'arrête là, au contraire. Après que la situation de la maladie est stabilisée, sky's the limit, comme ils disent. Il y a plein de projets possibles. Puis nous, en fait, ce qu'on fait ici, c'est un peu les remettre en action et de recommencer à se nourrir de ses aspirations, de ses rêves et tendre vers. C'est en gros ce qui va distinguer la maladie mentale des troubles mentaux. À Gatineau, il existe plusieurs organismes communautaires dont la mission touche les personnes dont la santé mentale est fragile.
Alors, Tala l'Outaouais, ça fait plus de 40 ans qu'on existe, tant pour l'Outaouais que pour l'Ontario. Pour l'Ontario, le côté francophone, et l'Outaouais, le côté francophone aussi. C'est une ligne d'écoute empathique, qu'on va dire. C'est-à-dire, c'est une ligne qui est occupée par des bénévoles, plus d'une cinquantaine de bénévoles qui viennent offrir un temps d'écoute et qui sont formés par moi et mon coordonnateur par rapport à toute une fin de semaine pour faire une écoute efficace avec des techniques d'écoute. On va regarder au niveau des différentes problématiques en santé mentale. On va survoler au niveau aussi, quand on parle de la crise, c'est quoi au niveau du suicide. On va parler de la réalité des minorités francophones. On va parler de tous les types d'appelants qu'on peut avoir pour que nos bénévoles soient bien outillés. Et la personne qui vit un deuil, qui vit une séparation, un parent qui n'en peut plus de son jeune, puis qui cherche quelqu'un avec qui parler, une organisation avec qui parler, qui pourrait prendre le temps de leur offrir une oreille, puis ne pas les juger, puis juste prendre le temps d'écouter, bien, ils vont pouvoir appeler à Tala l'Outaouais avec nos 2 centres d'écoute qu'on a ici en région. On répond à plus de 8000 appels par année. C'est quand même pas négligeable. Promouvoir une bonne santé mentale est une préoccupation non seulement des organismes en santé mentale, mais également de plusieurs organismes qui œuvrent auprès de toutes sortes de clientèles, car les problèmes de santé mentale peuvent toucher tout le monde. En maison de jeunes, c'est pas nécessairement de l'intervention directe, c'est plutôt, ça passe par l'animation. Par contre, on n'est pas fermé si un jeune vit des difficultés ou a des problèmes avec soit sa santé mentale ou sa médication. C'est certain qu'on va aller référer vers les professionnels de la santé, l'encourager à aller poser des questions. Tala l'Outaouais, bonjour! On parle beaucoup des problèmes de santé mentale et tous les troubles et tout ça, mais je pense que l'aspect le plus important, et c'est de prévenir, de parler au niveau de la prévention en santé mentale, d'avoir nos outils, d'avoir certaines actions qu'on peut porter pour peut-être nous éviter de tomber en dépression ou de tomber à vivre certains symptômes au niveau des problèmes de santé mentale. Alors la personne, des fois, va se connaître assez bien pour savoir que c'est juste de parler avec quelqu'un va lui aider à diminuer un peu ces symptômes-là, à retrouver une meilleure stabilité au niveau de sa santé mentale en parlant avec quelqu'un. Les troubles de santé mentale, parfois, ça affecte aussi la famille. Et pour nous en parler, je rencontre Mme Luce Fortin de l'organisme L'Apogée. Bonjour, Mme Fortin. Bonjour. D'abord, parlez-nous de l'Apogée. Qu'est-ce que c'est la mission de votre organisme? Bien, l'Apogée, c'est une ressource d'aide, d'entraide et de soutien aux familles qui accompagne une personne qui a un problème, un trouble de santé mentale. Donc, c'est un peu ça notre clientèle, c'est vraiment... Puis, il faut dire que la personne qui a un trouble, il faut qu'elle soit adulte. Donc, on accompagne des familles qui accompagnent un adulte. Quelle sorte de répercussions est-ce que ça peut avoir sur la vie de la famille d'une personne qui est atteinte d'un trouble de santé mentale? Bien, il faut savoir que les études au Québec et au Canada démontrent que les familles qui accompagnent une personne qui a un problème de santé mentale sont trois fois plus susceptibles d'en ressentir le fardeau. Donc, ils sont plus vulnérables, justement, au niveau de leur santé et de leur santé mentale. Je pense que le bon ou le fonctionnement, la bonne relation entre la personne qui est souffrante et sa famille, c'est un atout pour les deux. Parce que la famille veut demeurer présente, en tout cas la plupart des familles veulent demeurer présentes auprès de la personne atteinte parce qu'ils ont un lien affectif fort et c'est important pour eux. Et pour la personne atteinte, c'est certain que, ou la personne souffrante, c'est certain que la présence de la famille va souvent, toujours, contribuer au rétablissement. Parce que la famille est un accompagnateur au quotidien et aussi a des points de repère. Donc, ils vont pouvoir dire « Ah, ça l'améliore » ou ça l'aide la personne, lorsque la relation est saine,
à avoir un second œil sur sa situation. Donc, c'est certain que ça peut contribuer. Je te dirais, dans le quotidien aussi, il contribue souvent par de l'aide financière, par du soutien émotif, par de l'intégration sociale, hein, parce que la famille, c'est un fort outil d'intégration sociale. Donc, tu sais, ils invitent aux soirées de Noël, etc. Et par la bouffe, toutes ces choses quotidiennes-là, les rendez-vous, tu sais, l'accompagnement au rendez-vous. Ça fait que la famille joue un rôle utilitaire et émotif. Mais le premier service qu'on offre, c'est surtout la famille qui arrive à avoir accès à un intervenant social, donc a une capacité d'échanger avec un intervenant formé, avec une formation, donc d'apprendre, de discuter de tout ce qui se passe. Mais au départ, on fournit beaucoup d'informations sur la maladie, sur les réseaux, sur ce qui existe, les services, les traitements, etc. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, on a les groupes d'entraide. Ça, c'est pour les familles qui ont fait un petit bout de cheminement, mais qui veulent rencontrer d'autres familles qui vivent la même chose. Parce que l'isolement est un facteur important. Là, quand tu vis, tu concentres toutes tes énergies sur une personne, bien, tu oublies ton réseau, puis parfois, tu le perds. Donc là, les groupes d'entraide, ça permet de créer un réseau avec d'autres personnes qui vivent la même chose. Donc ça, c'est le deuxième service qu'on offre. On offre aussi un programme de répit-dépannage. Ça vient en aide, ça donne un petit temps pour se consacrer à soi-même. Donc, on va encourager les personnes à penser à la personne atteinte, mais à penser à elle aussi. Donc, le programme répit-dépannage, c'est ce qui vise par des mesures. Et on a un programme de sensibilisation qui va parler, comme on a fait la marche contre la stigmatisation à l'automne dernier, des choses qui amènent à l'œil public ce qui est vécu par les familles. Et notre programme le plus populaire, c'est les programmes de formation. Donc, où les familles peuvent venir à des sessions et on discute d'habiletés, de nouvelles habiletés. Qu'est-ce qu'on fait pour désamorcer une crise? Comment pouvoir établir une communication sans agressivité? Comment on va envisager le logement? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut trouver des nouvelles façons? En tout cas, toutes ces habiletés-là qui vont aider à maintenir la famille active sans empiéter dans la vie de l'adulte, mais tout en maintenant un contact qui va amener la personne vers un rétablissement. Être bien dans sa tête, c'est parfois difficile quand il y a des choses compliquées, des événements compliqués qui arrivent. Oui, tout à fait. Puis encore une fois, le fait de communiquer ce qu'on vit est très important dans une situation comme ça. Je pense entre autres à Telaide d'Outaouais qui offre une ligne d'écoute pour les gens où on peut les appeler en tout temps, qui peuvent nous écouter chaleureusement, puis nous référencer vers d'autres organismes qui pourraient nous prendre en charge. En situation de deuil, on peut penser à l'organisme Entraide Deuil de l'Outaouais qui offre des groupes d'écoute, puis une grande écoute aussi de la part de chacun des intervenants là-bas. En situation de divorce, on pourrait consulter avec l'Association des familles monoparentales et recomposées de l'Outaouais. En situation de violence conjugale, il y a toutes les maisons d'hébergement qui sont là pour nous accueillir. Même si on ne réside pas là, on peut toujours recevoir des services d'écoute. Puis les centres pour femmes également, il y a plusieurs organismes. Émilie, la communication est essentielle, mais pour certaines personnes, dont ceux qui sont atteints de troubles de l'autisme, il est plus difficile de communiquer. Oui, absolument. Et d'ailleurs, Sylvie, notre collaboratrice, a rencontré Jocelyne Sylvestre de Trait d'Union Outaouais, qui est un organisme pour les personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme. Et il va nous parler de quelle façon elles amènent ces personnes-là à communiquer. Bonjour, Jocelyne Sylvestre. Bonjour. Tu es directrice de Trait d'Union Outaouais. Eh oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est un spectre de l'autisme? Parce que Trait d'Union Outaouais s'occupe justement des personnes atteintes du spectre de l'autisme. Oui, le trouble du spectre de l'autisme, en fait, c'est le nom, le diagnostic officiel qu'on donne aux personnes qui présentent un certain nombre de caractéristiques. Le mot trouble nous dérange toujours un peu quand on parle de l'autisme. On préfère dire autisme tout court. D'un, c'est plus facile à dire que trouble du spectre de l'autisme. Ce qui est
parce que c'est une condition, c'est un état, c'est pas un trouble comme tel. Donc, on enlève le trouble dans la... Quand on parle des personnes, on préfère OK. dire une personne autiste Parfait. qu'une personne qui est atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme. Là. Ça fait plus respectueux, Oui, je trouve, respectueux, de la personne OK. aussi. Ce qui est intéressant dans la désignation trouble du spectre de l'autisme, c'est le mot spectre, parce que c'est vrai que c'est une grande diversité de profils d'autisme. C'est une condition qui s'inscrit dès la naissance ou dans la petite enfance, là. Donc, ça influence le développement de la personne. Ça fait en sorte qu'ils vont avoir un développement qui va être atypique. C'est des personnes qui ont de la difficulté à traiter l'information sensorielle, donc ils vont avoir besoin de plus de temps pour traiter l'information. Ils vont avoir des certaines sensibilités sensorielles, par exemple, à avoir de la difficulté avec le bruit, des stimuli visuels. Ils peuvent aussi avoir des différences sensorielles dans le sens où ils aiment beaucoup certaines stimulations sensorielles, comme le visuel. On voit souvent des personnes, par exemple, qui Fascinées vont par la lumière ou l'eau, OK. des choses comme ça. C'est des personnes aussi qui présentent un comportement un peu différent du nôtre. Puis ça peut surprendre parfois. Comme je disais tantôt, au niveau du spectre, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il y a vraiment une très grande diversité. Souvent, les gens pensent qu'ils ont rencontré une personne autiste, puis ils pensent c'est ça l'autisme. Pas nécessairement. Ça peut être ça, ça peut être autre chose. Il y a une très grande diversité. Il y a des personnes qui sont à l'université, qui sont autistes, qui sont au doctorat à l'université, puis il y a des personnes qui ont de la difficulté, qui sont non-verbales, qui ont beaucoup de difficultés dans leur quotidien comme tel. Donc, c'est tout ça, l'autisme. Souvent, on dit qu'on devrait parler des autismes plutôt que de l'autisme parce qu'il y a autant de formes d'autisme que de personnes autistes. Parfait, OK. Et Trait d'Union, Outaouais, ça fait déjà 25 ans. 28 ans, en fait. 28 oui, ans. OK, oui. bon. Oui. Et donc, sa mission et les services, on a parlé un peu de la mission. Bien, pas vraiment de la mission, mais on peut peut-être La mission qu'on s'est donnée, c'est vraiment de aussi. favoriser l'intégration sociale des personnes autistes. Donc, pour faire ça, on vise 3 clientèles. On a toujours travaillé beaucoup au niveau de la clientèle autiste. Donc, on offre des services directement aux personnes autistes de tous les âges. Et puis, on offre aussi des services aux familles, du répit, du gardiennage, un groupe d'entraide, de l'information, des services pour les frères et sœurs aussi, parce que c'est un véhicule qui est particulier pour ces enfants-là aussi. Et puis, on offre aussi ce qu'on appelle nos services pour tous ou les services à la communauté. À travers, entre autres, on a un centre de documentation qui est spécialisé en autisme. On a aussi nos programmes qui sont de sensibilisation, qui sont regroupés sous la bannière Amis des autistes. On fait de la sensibilisation, par exemple, dans les écoles primaires, dans les milieux de loisirs pour favoriser l'inclusion des enfants dans les activités. On est promoteur du mois de l'autisme 2 fois par année parce qu'en avril, c'est le mois de l'autisme au Québec et en octobre, comme c'est le cas maintenant, c'est le mois de l'autisme dans le reste du Canada. Donc, on est promoteur de ça aussi. On croit vraiment que c'est pour ça qu'on s'appelle Trait d'Union, parce que justement, on essaie de faire le lien autant entre les enfants et la communauté, les enfants entre eux, les familles entre elles aussi, à travers l'entraide, tout ça, la communauté, favoriser les interactions. Donc, on est le trait d'union entre l'autisme et l'ensemble des autres il y a les acteurs enfants, de la communauté. Oui, il y a les enfants, mais il y a aussi les adultes. Hein? Oui, J'entends, oui, adultes et... C'est ça, vraiment autistes de tous âges. Parfait. Et donc, justement, vos services qui sont dédiés aux adultes et vous avez des services qui sont dédiés spécifiquement aux enfants. Et c'est quoi particulièrement que les enfants ont besoin, en fait, pour leur problématique, j'aime pas dire ça, mais leur spectre de l'autisme, un enfant qui a besoin d'être stimulé. Donc, c'est quoi particulièrement les services que vous offrez à Trait d'Union Outaouais pour Nous, étant ces donné notre enfants-là? mission de soutenir l'intégration sociale puis l'inclusion, ce qu'on offre comme formule, on est un service parascolaire. Ces enfants-là sont tous scolarisés, soit en classe régulière, spéciale ou autre, souvent jusqu'à l'âge de 21 ans. Et puis, donc, nous, on est un complément à ça aussi, puis aux services plus spécialisés là, de
socio-professionnel, on n'offre pas de services d'orthophonie ou de choses comme ça. Mais ce qu'on veut, nous, c'est permettre aux enfants de se développer puis de s'intégrer dans la communauté. Donc, on a des formules de groupe où on organise des programmations qui sont spécifiques aux besoins des jeunes selon leur âge, selon leur développement aussi, leurs intérêts. Donc, on regroupe les jeunes selon, pour que ça fasse un groupe le plus homogène possible. Et puis, on fait des activités dans la communauté à tous les jours. Autant pendant notre programmation, pendant l'année scolaire, par exemple, où c'est le samedi ou le dimanche, les enfants sont inscrits à des groupes. Le matin, ils font des activités plus structurées d'apprentissage, apprentissages sociaux, communication, tout ça. Et en après-midi, c'est toujours des activités dans la communauté. Ces enfants-là ont besoin de pratiquer les apprentissages pour vraiment bien les intégrer dans des environnements qui sont réels. Parce que, justement, ils ont de la difficulté à généraliser leurs apprentissages. Puis est-ce que ça permet aussi, j'imagine, aux familles d'avoir un certain répit? Oui, par ricochet, c'est sûr que ça constitue aussi une forme de répit pour la famille, mais notre objectif premier, c'est vraiment de favoriser l'intégration des enfants. C'est pour ça qu'on a des enfants qui ont, par exemple, qui ont un intervenant juste pour eux. On veut adapter les ratios intervenants-enfants pour vraiment qu'on puisse faire des choses avec les enfants. Si on faisait juste du répit, ça serait plus facile dans le sens où on pourrait se louer un local quelque part, puis s'assurer de la sécurité de tout le monde, puis faire des activités. Mais là, vu qu'on veut vraiment faire des apprentissages aux enfants et puis aller dans la communauté, on veut vraiment avoir le ratio nécessaire. Comment on organise les activités? Il y a les enfants, mais il y a les adultes aussi. Est-ce qu'en même temps, ils peuvent se retrouver, partager? Non, on regroupe vraiment les jeunes selon leur âge aussi. On a des groupes, par exemple, 5, 7 ans, 8, 9 ans, tout ça. J'imagine que pour les adultes, il y a aussi l'intégration au niveau du travail? Oui, on a du soutien au niveau de l'intégration socio-professionnelle. Puis je pense que c'est plus respectueux de qui ils sont aussi, parce que même si un enfant mettons, un adulte peut avoir un retard de développement, parce que les personnes autistes peuvent aussi avoir une déficience intellectuelle. Ce n'est pas le cas de la majorité d'entre eux, par contre. On ne pourrait pas le mettre dans un groupe de 7-8 ans, ça ne serait pas approprié. Ce n'est pas le bon type d'activité. Il n'y a pas les mêmes besoins non plus à cause de son âge. Et en quoi, justement, l'utilisation de l'art, en fait, est utile à l'enfant, à son développement, à son intégration? Pourquoi c'est si important? Pourquoi est-ce que c'est développé, là, ce côté-là? Bien, je pense que l'art, c'est un moyen d'expression pour tout le monde. Pour les enfants autistes, c'est particulièrement intéressant parce que ce sont des enfants qui souvent ont beaucoup de difficultés à communiquer. Même ceux qui sont verbaux ne réussissent pas toujours à communiquer ce qu'ils vivent, leurs émotions, tout ça. Donc, l'art devient vraiment un très, très bon médium pour l'expression, aussi pour la compréhension de ce qu'ils vivent. Ça nous donne un peu une fenêtre sur leur monde. Même un enfant qui est non-verbal, par exemple, si on lui demande de dessiner sa famille ou de dessiner une activité qu'il aime, bien, c'est une façon de communiquer avec lui aussi. Puis, les enfants autistes, on utilise aussi beaucoup ils pensent en images, les personnes autistes. Donc, pour eux, l'art, ça devient vraiment un bon médium parce qu'ils comprennent les images beaucoup mieux que les mots. C'est plus facile. Beaucoup plus facile, oui. Oui. Autant pour communiquer avec eux que eux communiquer avec nous aussi. Là. Puis l'expression des émotions. On utilise aussi beaucoup les dessins pour communiquer avec une personne autiste, soit en faisant des bandes dessinées, avec les pictogrammes. On communique beaucoup avec les pictogrammes aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est pas le bon dessin, là, mais des projets d'art comme ça, on va jaser tantôt de ce qu'on fait plus spécifiquement à Trait d'Union. Mais pour dire comment ça peut devenir un moyen de communiquer, il y a une entreprise à Montréal qui s'appelle The Big Blue Hug. C'est un papa d'un enfant autiste qui a démarré une entreprise où il met en valeur les dessins de son enfant. Son enfant est autiste, puis à 3 ans, il ne communiquait pas encore, puis il a commencé à faire des petits dessins. Le fils a commencé à faire des dessins. Puis c'est comme ça qu'il a eu ses premières communications avec ses parents. C'est ça. Puis son père en a fait des œuvres d'art. Vous irez voir ça sur le site, le Big Blue Hug. C'est vraiment magnifique. Et comment on fait pour s'inscrire? Est-ce qu'il faut s'inscrire à Trait d'Union Outaouais, les enfants, les parents?
Il faut avoir un diagnostic pour avoir les services aux personnes et les services aux familles. Il faut vraiment avoir un diagnostic formel. Et puis, on présente ça. Il faut être résident de l'Outaouais aussi. On présente un formulaire avec le diagnostic. Et puis, à partir de là, on devient membre et puis on peut accéder à tous les services. Merci beaucoup, Jocelyne Sylvestre, de votre présence. C'était fort agréable. On va en connaître encore plus sur l'autisme. Merci. Avoir un bon équilibre et une bonne santé mentale, c'est un exercice de tous les jours. Ah oui, absolument. À part les grandes épreuves de la vie, il y a à chaque jour des événements qui peuvent venir nous stresser, venir mettre en péril notre équilibre, puis influencer la façon dont on se sent dans notre tête, c'est certain. De quelle façon peut-on se renforcer pour mieux faire face aux épreuves et aux événements stressants de la vie de tous les jours? Dans le milieu, on va parler de ce qu'on appelle des facteurs de protection. Donc, des trucs qu'on peut mettre en place dans notre vie pour bien affronter les épreuves. Et justement, on se quitte sur des témoignages d'intervenants qui nous partagent leur façon de voir les facteurs de protection, puis comment s'assurer d'avoir un bon équilibre mental à tous les jours. Merci, Émilie. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de l'émission Le communautaire en action. Pour avoir une bonne santé mentale, il y a plusieurs facteurs de protection qu'on peut mettre en place. Premièrement, il y a un facteur de protection qui se bâtit dès l'enfance, qui est l'estime de soi. Il faut avoir une bonne estime de soi et c'est quelque chose que je continue à bâtir, à tenter de bâtir, voir les réalisations que j'ai, être fière de ce que je suis et je réalise. C'est d'avoir un bon équilibre dans les différentes sphères de notre vie. Donc, avoir la possibilité d'être bien entouré, soit par notre famille, nos amis, mais surtout d'avoir du bon soutien. De connaître les ressources qui existent autour de nous, c'est quelque chose d'important. D'avoir des passions, de savoir c'est quoi qui nous intéresse. Selon moi, pour avoir un bon équilibre au niveau de la santé mentale, je pense que c'est d'être soi-même, puis d'être capable de parler, de ne pas avoir peur de dire que ça ne va pas bien. Et plus on parle, bien, ça fait déjà une grosse partie du travail, donc on se sent mieux dans notre peau et les gens autour de nous bien, ils vont mieux comprendre pourquoi ça ne va pas bien et ce qui va dire qu'on va avoir l'aide qu'on a besoin pour s'accompagner. Donc un meilleur résultat scolaire, une meilleure socialisation aussi au sein des pairs. Donc je pense que ça devrait être quelque chose qui peut nous aider parce qu'on se sent moins exclu, mais plutôt inclus dans tout ce qui est socialisation à l'école, au travail aussi, puis faire en sorte que les gens se sentent moins différentes et n'auront pas peur de parler, donc vont se sentir mieux à long terme.